Juan Branco, écoute-moi très bien. Toi et tous les Sénégalais qui sont à Paname avec toi. J'aurais été président du Sénégal, 25. Non. je t'aurais Nous sommes le 11 septembre 1992 lorsque le jeune Alpha, 15 ans, sénégalais d'ethnie alpoulard, quitte son pays natal pour atterrir en France. Et la même année, seulement 3 mois auparavant, le jeune Issa Lorenzo Diakhaté, lui aussi d'origine sénégalaise, né au Lila en Seine-Saint-Denis. Ni l'un ni l'autre ne savent évidemment à cette époque que leurs destins sont profondément liés et qu'ils vont tous les deux profondément marquer au fer rouge le paysage du rap français à des époques différentes mais suivant un même credo, constituant ainsi l'un des héritages les plus forts de cette musique. Alpha arrive en France, il a 15 ans, enfant très turbulent, il a connu la prison pour la première fois à l'âge de 11 ans. C'était une période où j'étais très perturbé, très perturbé. La première fois que je suis allé en prison, moi j'avais 11 ans, d'accord, à Bogué. Tous les mecs de Bogué le savent. Son père l'avait envoyé faire une école coranique le long du fleuve Sénégal, mais il était très turbulent, faisait beaucoup de bêtises, et la révélation de l'islam finalement lui est venue un peu plus tard, non pas par la voie traditionnelle, mais par le biais du rap, par le biais d'un album, l'album Death Certificate de Ice Cube. Ice Cube à cette époque est très influencé par la Nation of Islam, il en fait la propagande et il fait notamment intervenir des discours d'un des plus grands prédicateurs de la secte, Khaled Abdul Mohamed. Chez Alpha, donc, la conversion au rap va de pair avec la conversion à l'islam et les deux seront les piliers de sa vie et de son œuvre artistique. Son père décède en 88, lui et sa famille vont changer totalement de train de vie et se retrouver dans la misère. Donc sa mère est obligée de déménager à Yarar, à l'époque un des quartiers les plus difficiles de Dakar, la capitale du Sénégal. Alpha, privé de la tutelle de son père et de l'argent de son père, va vite apprendre dans les rues de Dakar la débrouillardise, le hustle, comme disent les Américains. Alpha est issu d'une ethnie Peul. Les Peuls sont des nomades, des voyageurs, et même en France, il ne tient pas vraiment en place. Il passe d'une ville à une autre. D'abord, il habite à Reims, et ensuite il déménage en région parisienne. Il habite d'abord à Mantes-la-Jolie, puis il va s'installer dans le 93, à Bondy ou à Épinay. Il rencontre très vite des gens des Bosquets à Clichy-Montfermeil et de Sarcelles, du 7-7 à Meaux, etc., etc. La grande constante dans tout ça, c'est toujours le ghetto, et ce n'est pas pour rien que le nom de son label s'appellera Ghetto Fabulous Gang. Mais Alpha ne s'est pas mis tout de suite au rap. Il commence à vendre des canettes de coca à Châtelet-Les-Halles, et puis petit à petit, il prend de l'ampleur, il commence à engager des gens, et il finit par s'installer au puce de Clignancourt. Il a monté un business de canettes, il a commencé à aller aux États-Unis, à exporter, importer de la marchandise en France. Pendant que Alpha le Sénégalais monte un empire en France, Issa passe les premières années de sa vie au Lila en Seine-Saint-Denis. Arrivé à un certain âge, lui et sa famille déménagent au Sénégal, à Dakar. Son père est ingénieur, sa mère est prof d'histoire. Il appartient plutôt, lui et sa famille, à la bourgeoisie intellectuelle de Dakar. Il se rend au lycée français où il rencontre ses amis et les futurs membres de son collectif, le 667. À l'âge de 12 ans, en 2004, il est touché par la trappe d'Atlanta et de Memphis, et c'est littéralement la musique des drug dealers. Elle s'appelle trap en référence à la trap house, littéralement la maison piège. Il s'agit de maisons délabrées et abandonnées dans lesquelles les dealers vont s'installer et cuisiner le crack. Les trois piliers de la trappe sont T.I., Young Jeezy et Gucci Mane. Gucci Mane est vraiment un symbole de l'indépendance aux États-Unis. Il s'est fait tout seul, il a bricolé son rap lui-même sans avoir besoin des majors, avec son producteur maison Zaytoven, et il a inondé le marché de mixtape et d'albums pendant des années en sortant à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et donc c'est le modèle d'indépendance du jeune Issa. Alpha, lui, de son côté, à son époque, il a un autre modèle d'indépendance, c'est Master P. Master P qui a créé le célèbre
célèbre label No Limit dans les années 80-90. Master P, lui, ne voulait pas être un rappeur véritablement. Ce qui l'intéressait, c'était d'avoir un business, c'était d'être un producteur et de faire de l'argent légal. Mais faute de rappeur, il a commencé à se produire lui-même. Et Alpha, au début, tout comme Master P, il ne veut pas vraiment devenir un rappeur. Il a déjà des business et ce qu'il veut, en fait, c'est un moyen d'investir son argent et devenir producteur. Sauf que comme plusieurs rappeurs lui font faux bon, eh bien, un peu par défaut, il se met au micro et commence à rapper. Et finalement, le fruit du hasard devient une aubaine pour le rap français parce que, à coup sûr, Alpha 520 a marqué le rap français de sa voix, de sa plume, de son empreinte. C'est Sean qui a appris à Alpha 520 à rapper, Sean du groupe Holocaust. Ça n'engage que moi, mais j'estime que l'élève a dépassé le maître. Alpha a ce truc en plus, déjà il a sa voix, il a son accent si caractéristique et il a vraiment une plume. À mes yeux, c'est vraiment un poète. Un poète, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps des fleurs et des petits oiseaux. Hein. Les grands poètes, les Rimbaud, les Verlaine, les Hugo, ils parlaient beaucoup de la mort dans leur poésie. Et Alpha ne fait pas exception à la règle, puisque dans quasiment tous ses morceaux, il évoque l'idée de sa propre mort. Donc depuis ma naissance, moi j'étais déjà mort, décapité à Bagdad, frère Mac le décor. Et en plus avec des images percutantes et touchantes pour l'auditoire. Et on sent quelqu'un qui est en permanence sur le fil du rasoir à cause notamment de ses activités illicites. Alpha est vraiment dans une détermination à la 50 Cent, réussir ou mourir, get rich or die trying. Et tout cet argent qu'il fait, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour le renvoyer au Sénégal et investir au pays pour améliorer la vie des gens et leur donner des perspectives plus grandes d'avenir. Franchement, j'ai besoin de 300 000 euros. Je te le jure, j'ai besoin de 300 000 euros. Franchement, j'ai besoin. Franchement, je peux tellement faire des choses avec ça au bled. Franchement, j'ai besoin de 300 000 euros. Et c'est que si je vends 30 000 CD, j'aurai 300 000 euros. Franchement, j'en ai besoin. Les gars, achetez le CD. À partir de là, dans les influences de Freeze, il va y avoir Alpha 520, puisque eh bien, Alpha 520 vend ses disques Opus de Clignancourt, qu'il a un gros succès dans le monde de l'underground français. Il est sénégalais comme lui, il prône l'indépendance, le vrai rap, la fierté du Sénégal. Et donc, ça va avoir une grosse influence sur la vie de Issa et sur son développement en tant que rappeur. Alpha a quand même réussi pendant tout ce temps à créer un véritable business sur la base des marchés Opus, qui était au départ une institution vieillotte de la vie des quartiers et qu'il a contribué à street crédibiliser. Freeze, lui aussi, à cette période 2010-2011, il travaille sur un marché, il travaille au marché de Rungis. 2012, 5h du mat, j'étais à Rungis, fonce-car dans le mine. Mais lui, en tant que simple employé, mais ça ne fait qu'accentuer sa motivation à s'investir à fond dans son vrai travail, celui qui lui tient vraiment à cœur, le rap. Et avec ses compères du 667, ils investissent l'un des appartements d'un membre du groupe à Paris. Ils vont rebaptiser cet appartement la Maison Piège, en référence évidemment à la Trap House des mecs d'Atlanta. Et ils vont y produire à foison et y enregistrer de nombreux bangers dans un placard à balai, appliquant la mentalité do it yourself et prouvant qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire de la grosse musique. Donc là, on va parler vraiment du message d'Alpha et du message de Freeze et des polémiques qui vont avec. Alpha est arrivé dans le rap en assumant à 100% qu'il était un Sénégalais. Pas un Français né en France d'origine sénégalaise, mais véritablement un Sénégalais qui a grandi dans ce pays jusqu'à ses 15 ans et qui est arrivé en France en étant porteur d'une culture. Il a assumé en fait ce délire de blédard, un mot qui a été beaucoup utilisé comme une insulte, et lui, il l'a assumé à 100%, il a accentué, si je puis dire, son accent sénégalais, il est arrivé en boubou, le premier album de Ghetto Fabulous Gang s'appelle Gangster en grand boubou, et un petit peu contre toute attente, ce délire a plu aux mecs de cité qui ont complètement adhéré au délire. Alpha milite pour le Sénégal, la terre des braves. Son premier album s'appelle Vivre et mourir à Dakar. Et ce n'est pas que des paroles, il réinvestit vraiment son argent au Sénégal et il l'envoie à Yarar, son ghetto, pour, comme il le dit dans sa musique, pour que Yarar fleurisse. Quand je serai de retour, Yarar va fleurir. Et au fil des années, il a fait construire plusieurs immeubles au Sénégal et il a permis de loger des dizaines de familles, faisant refleurir le ghetto comme il l'avait prédit. Freeze, fortement inspiré de la mentalité d'Alpha 520, il convertit chaque euro en francs CFA.
On convertit chaque somme en XOF. Et il envoie cet argent au bled. Et lui aussi, inspiré par son grand frère, il construit des immeubles au Sénégal jusqu'à maintenant avoir des visées encore plus grandes. Il parle dans son dernier album d'investir dans les entrepôts. Bientôt ça investit dans les entrepôts. Et donc de contribuer au développement de son bled. À ce stade, puisque l'on parle de la réussite financière et commerciale de Freeze Corleone, on est obligé de dire que la filiation entre Ghetto Fabulous Gang et Freeze ne se limite pas à une filiation spirituelle, parce que qui devient le manager de Freeze Corleone à partir du projet Bluebeam? C'est Sean d'Holocaust, le frère spirituel d'Alpha 520. Là, la filiation est carrément financière. Ensuite, il y a bien entendu le militantisme noir. Alpha comme Freeze, ils veulent que l'homme noir se relève, qu'il soit fier de ce qu'il est, et ils font appel aux grandes figures noires du passé, les Malcolm X, les Martin Luther King. Ils fustigent particulièrement ce qu'ils appellent les vendus, les policiers noirs, les militants noirs d'extrême droite comme Tanguy David. C'est des vendus des Tanguy David. Ils sont aussi très violents envers les institutions françaises et les politiciens. Freeze Corleone appuie beaucoup sur le thème de la pédophilie qu'il juge omniprésente chez les élites, promettant un sort fatal pour ceux qui la pratiquent. Pour les pédos, la mort par noyade. Ça se voit que c'est un fait qu'il est pas loyal. Ils ont tous les deux insulté la France, même si en recoupant, à chaque fois ces insultes semblent davantage viser les institutions et les politiciens de la France plutôt que le pays en lui-même. En tout cas, en ce qui concerne Alpha, même à l'époque où il était le plus virulent contre la France, il a toujours fait en sorte d'apporter un minimum de nuance à ses propos. C'est pas la France que je hais, mais juste les politiciens. Avant d'arriver ici, frère, moi je n'avais pas de sécu. Ce qui me dérange un peu plus chez Freeze Corleone, c'est qu'il n'y a pas cette nuance, parce que sa musique est très codifiée, très premier degré, et n'apporte pas beaucoup de place à l'explication de texte. Et comme en plus il ne donne jamais d'interview, eh bien on est condamné à se contenter des textes. Et le problème de Freeze, c'est ça, le problème de Freeze, c'est l'opacité. C'est vraiment ce qui me dérange le plus chez lui. Alpha et Freeze ont eu des propos polémiques sur différentes minorités. Alpha, particulièrement sur les homosexuels, c'est même complètement associé au personnage. Pas une goutte de mon sang n'est homosexuel. Et son opinion est loin d'être consensuelle. Il s'en prend à, selon lui, l'homosexualisation du rap, notamment avec des rappeurs comme Young Thug ou Lil Uzi Vert. Il a sorti le son en 2018, Crépuscule des Empires, sur la compilation 93 Empire, où il s'attaque violemment à ces figures-là. Il dit qu'il n'est pas homophobe, mais qu'il est contre l'homosexualisation des sociétés africaines. Moi, je ne suis pas homophobe, je le rappelle très bien. Mais je suis contre l'insertion des idées homosexuelles dans le rap et dans la civilisation africaine. Nous, on est la civilisation africaine, on n'est pas l'Empire romain, on n'est pas les Grecs. Concernant les Juifs maintenant, les phrases choc à ce sujet étaient moins présentes chez Alpha que chez Freeze Corleone, même si elles étaient présentes. Il touche à un juif, boy, il touche à la France. J'étais noir dans la scène, c'est le grand pardon. Mais souvent, en fait, il s'agit d'opposer les Juifs aux Noirs, ce qu'il n'est pas le premier à avoir fait, ni le dernier. Mais quand je dis opposer, c'est pas selon moi, et jusqu'à preuve du contraire, opposer dans un but d'affrontement. C'est opposer dans le sens de dire, regardez cette communauté qui s'en sort mieux que nous, qui est plus respectée, qui est plus forte, qui est plus riche. Inspirons-nous-en et essayons d'atteindre le même niveau. Laisse la rifonce des comme Whitney et Bobby. Puis on met la pression comme des juifs en lobby. Alors là, vous pourrez me rétorquer que ça reste des clichés antisémites et que ça reste de l'antisémitisme. Peut-être. Mais dans le rap, c'est très courant de faire ça, de se comparer à une autre communauté dans le but d'inspirer les membres de la sienne, et ça n'a pas été fait qu'avec les juifs. Il y a beaucoup de rappeurs comme Kerry James qui ont pris en exemple les communautés asiatiques. Le respect s'impose et la lutte est économique. Observe la communauté asiatique. Chinois, vietnamiens, pakistanais, indiens, parce qu'ils sont supposés être plus développés que les noirs ou les arabes, et qui sont supposés monter des commerces, s'enrichir. Alors ce sont peut-être des clichés, mais jusqu'à preuve du contraire, ces rappeurs n'ont pas été attaqués pour propos haineux envers les Asiatiques, et ça n'a jamais fait l'objet de polémiques. Freeze, quant à lui, a fait des propos sur les Juifs, davantage un vrai fond de commerce, en surfant sur la polémique, et je vais pas reprendre les phrases en question. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous les connaissez certainement. Là encore, ce qui me dérange le plus,
c'est peut-être pas les phrases en elles-mêmes, c'est le fait, comme je vous disais, qu'avec l'opacité de Freeze Corleone, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il entend par là, ni vraiment d'où ça vient. C'est vraiment ce qui me dérange le plus chez ce personnage. Moi, à titre personnel, ce qui peut le plus me choquer dans les propos de l'un comme de l'autre, c'est la banalisation de la violence dans ce que d'aucuns pourraient appeler des appels au meurtre. Chez Freeze, il s'agit beaucoup des pédophiles, mais aussi de la police. Alors pour les pédophiles, en plus avec des techniques de supplice, bon, on va dire que ça passe puisque les pédophiles, personne ne les aime et donc ça justifierait tout et n'importe quoi. En ce qui concerne Alpha, la violence vise davantage ce qu'il appelle les traîtres, particulièrement les policiers noirs et de manière générale tous ceux qu'il peut considérer comme des traîtres au sein de sa propre communauté. Et honnêtement, j'ai lu le livre d'Alpha 520 que j'ai ici en ma possession, voilà, et que j'ai pris du plaisir à lire et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Et honnêtement, c'est loin d'être un livre consensuel. Les propos sont très radicaux. Le seul passage qui m'a véritablement dérangé, c'est le passage sur les policiers noirs. Le policier noir à qui ils ont délégué un semblant de pouvoir est son propre ennemi et le bras armé du mal. Il est l'incarnation de la corruption mentale et de la perversité. Il est le traître, le porc, le principal ennemi mental à abattre et ne doit être sujet à aucun égard ou acte de bienveillance de notre part. C'est un être veule et sans courage qui ne mérite pas la vie. Le sens de son existence réside dans la fonction que lui a attribuée l'oppresseur et il exulte quand ce dernier lui ordonne de nuire à ses semblables. Il est l'opposé de tout ce que l'on souhaite advenir de bien aux êtres que nous aimons, à chaque règle ses exceptions, bien sûr. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi c'est vraiment ça qui m'a dérangé dans ce bouquin. Mais je suis content quand même que Lamal de Génération en ait parlé. Alors il semble que lui, il soit en accord avec ses propos. Merci. Non mais merci à toi. Non mais merci. Non mais c'est vrai. Je m'interroge en fait et ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Dites-moi ce que vous pensez de ce passage et c'est vraiment pas pour déclencher une guerre dans les commentaires du tout, c'est vraiment pour comprendre. Est-ce qu'il représente un avis assez largement partagé ou est-ce que, encore une fois, il a juste un point de vue extrême? Enfin, comment parler de ces deux rappeurs sans parler des figures historiques qu'il cite à tour de bras? Il y a des grands monarques africains comme Mansa Moussa, comme Soundiata Keita, mais il y a évidemment des figures historiques beaucoup moins consensuelles, des terroristes comme Oussama Ben Laden, comme Moussa Zerkaoui, comme le Mollah Omar. Alpha 520 en était particulièrement friand. Et moi, tout ce que j'écoute, c'est Ben Laden musique. Et Freeze Corleone a repris le flambeau. J'arrive dans le rap, j'ai comme un vol commercial détourné pour percuter vos tours. Il y a des dictateurs comme Saddam Hussein. Seul contre eux comme Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Que Alpha 520 a beaucoup cité. Entre mes lignes, essaye de lire ma peine. Ils veulent juste me prendre comme Saddam Hussein. Ces trucs-là, c'était des trucs très courants dans le rap. Enfin, ça l'est toujours, mais ça l'était particulièrement dans les années 2000. Terroriste laïque, c'est Ben Laden qui a fait son bâtard. Maquetté au Pakistan, l'ingé, c'est le Mollah Omar. Caris dans les années 2010. Numéro 1 quand ça quittera. Numéro 2 d'Al-Qaïda. C'est-à-dire, c'est utiliser des personnages forts, violents, pour illustrer un peu la violence de son rap, pour illustrer la puissance de son rap et ce qu'on va faire subir, l'explosion qu'on va imposer aux auditeurs et à la concurrence. Donc après, histoire de savoir si ça reflète vraiment un amour pour ces personnages, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une fascination parce que ce sont souvent des opposants aux États-Unis, des gens qui se sont battus contre plus forts que eux, qui représentent un petit peu les petits contre les gros, et c'est pas un hasard si même aux États-Unis ça a beaucoup influencé les rappeurs au point qu'il y en ait qui en ont fait leurs alias. Rien que dans le groupe de Tupac, il y avait Yaki Kadhafi, il y avait Fatal Hussein, du côté de Queensbridge, on avait Tragédie Kadhafi. Donc ça finalement, ce genre de figures et de leur utilisation dans le rap, c'était tellement répandu que c'était finalement assez toléré dans le rap. Mais il y avait quand même une figure, la figure du mal absolu dans les sociétés occidentales. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Tu vois de qui je parle? Et moi qui étais auditeur de rap, je me disais, dans cette logique-là d'utiliser des personnages historiques violents, des dictateurs, en fait, tôt ou tard, il faudra que ça arrive, que quelqu'un se réapproprie cette figure. Et ça a fini par arriver, évidemment, en la personne de Freeze Corleone qui a complètement brisé le tabou.
Ça lui a valu tous les problèmes qu'on connaît, problèmes qu'il faut bien évidemment relativiser parce que ça lui a quand même permis de gagner beaucoup d'argent, je pense, parce que ça a fortement contribué à sa popularité et ce d'autant plus depuis que le gouvernement a essayé de l'interdire. Comme Dieudonné 10 ans auparavant. Alpha n'a jamais connu de polémique d'une telle ampleur parce que son succès était plus confidentiel. Il était quant à lui persuadé que son rap était pris très au sérieux en haut lieu et écouté par les hommes politiques jusqu'à Nicolas Sarkozy lui-même. Sarkozy, mon frère, là-bas, il est à l'Elysée, il doit écrire des textes sur moi, mon frère. Il dit, qu'est-ce qu'il a, ce négro-là, d'où est-ce qu'il sort, pourquoi il parle comme ça? Mais là encore, tout comme Freeze, à une moindre échelle, ça a dû lui permettre de vendre, les gens étant friands de ce genre de polémique et peut-être en ayant marre de l'aseptisation du rap et recherchant des propos percutants. Finalement, l'avènement du streaming a permis à Freeze Corleone de rencontrer un succès que Alpha 520 et le Ghetto Fabulous Gang n'auraient jamais pu espérer rencontrer en devenant mainstream avec un format qui va normalement complètement à l'opposé du mainstream. Ce qui peut s'interpréter par l'ouverture d'esprit de plus en plus grande du public rap au sens large, mais aussi par un ras-le-bol, encore une fois, de l'aseptisation du rap, des formats de plus en plus commerciaux, de la Zumba et du rap qui ne veut plus rien raconter du tout, à part le luxe, les filles et les vacances à Marbella. Il y a certainement aussi un goût de l'interdit et pour avoir vu Freeze Corleone en concert, c'est pas un hasard si la plupart des gens qui viennent le voir en concert, la plupart de ses fans sont en fait très jeunes, à peu près à l'âge du lycée, à l'âge où l'on recherche la transgression. Donc finalement, Freeze, c'est vraiment la revanche d'Alpha 520 et du Ghetto Fabulous Gang, avec exactement le même discours à quelques nuances près. Il a réussi à atteindre, à toucher la France entière, ce que eux n'auraient jamais pu espérer faire. Et surtout, il a pu créer des retombées financières beaucoup plus importantes, ce dont là pour le coup Alpha 520 n'est pas bénéficiaire. Il l'a dit lui-même, il touche pas un centime sur la musique de Freeze. Par contre, c'est un vrai membre du Ghetto Fabulous Gang, un membre pilier, un membre fondateur, Sean d'Holocaust, qui en est un grand bénéficiaire. Et d'ailleurs, les trois ont un morceau commun ensemble, PDM, qui marque d'une pierre blanche la communauté de leur discours dans le rap francophone. Pouvoir noir, Afrique, développement intellectuel, matériel et financier. Et bien sûr, radicalité du discours politique allant jusqu'à la peine de mort pour ceux jugés indignes de vivre. Hood réclame la peine de mort. Peine de mort, peine de mort. Hood réclame la peine de mort. Peine de mort, peine de mort. Je pense que leurs propos peuvent à juste titre choquer. Moi-même, je vous ai dit, je suis en désaccord et choqué par pas mal de trucs. Mais moi, ce qui me plaît chez eux, c'est leur véracité, l'authenticité de leurs propos et cette absence de compromis et de complaisance quelconque envers qui que ce soit. Ils n'ont pas voulu s'adapter à un système, ils ont voulu faire les choses eux-mêmes et ils ont merveilleusement réussi. Et leur but n'est pas d'influencer la société française, ils se considèrent tout simplement imperméables à cette société française où ils ne veulent pas finir leur jour et où ils n'investissent pas leur argent. Ils ne veulent pas la changer, mais en tirer les fruits qu'ils peuvent en tirer, puis la quitter. Ils sont totalement à l'opposé du discours intégrationniste français. Ce que je trouve hautement inspirant chez eux, c'est ce do it yourself, cette dalle d'y arriver, c'est cet esprit d'entrepreneuriat, ce on va le faire tout seul qui est si important dans le rap. Le fait de construire dans leur pays d'origine, de bâtir du solide, de privilégier ça au futile et au luxe, même s'ils n'ont jamais caché leur attrait pour les belles choses, en particulier Freeze Corleone. On peut penser ce qu'on veut d'eux, n'empêche que maintenant leur héritage restera longtemps dans le rap français et que tout est parti de Alpha, un petit Sénégalais qui a quitté le Sénégal sans un sou pour aller en France et repartir des années plus tard comme un prince du ghetto. Dites-moi ce que vous pensez de cet héritage dans les commentaires. Le trouvez-vous au fond bénéfique ou au contraire assez négatif pour la jeunesse? Est-ce que cette histoire vous a inspiré, vous a influencé dans le fait d'entreprendre? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, pour ce qui est du do it yourself, c'est sûr que ça m'a fortement influencé.
Est-ce que Freeze va encore continuer son ascension dans le rap français? Est-ce qu'il va développer ses projets au Sénégal encore davantage? Jusqu'où ira-t-il? Est-ce que vous pensez qu'il a une influence sur les nouveaux rappeurs français ou est-ce que au contraire on repart toujours dans la Zumba et dans les futilités? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. See you later.